Salut la France d'Internet, bienvenue à tous, donc mes Francky, mes Franquettes, sur le nouveau podcast qui s'intéresse au commun. On est donc avec nos chroniqueurs, Raphaël. Salut. Ibtissam. Bonjour. Que je vais donc présenter succinctement. Raphaël, 29 ans, vieillard notoire, juriste en Fusac. Juriste en Fusac, qui parle beaucoup donc de foot et de chiracisme en soirée. Ibtissam. Ibtissam, 22 ans. Studieuse, étudiante en philosophie, ex-étudiante en philosophie. Mathématiques actuellement. Ouais. Actuellement en mathématiques. Et c'est donc avec ces deux adorables chroniqueurs que nous allons passer 1 heure, 1 heure et demie, peut-être deux si les discussions sont intéressantes, parler. Donc 1 heure et demie du coup. 1 heure et demie du coup, ouais. Donc du sommaire, pour l'émission d'aujourd'hui, on va avoir la rubrique C'est notre pays, donc l'actualité, qui va s'intéresser à notre modèle économique et politique donc français. Il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps qui s'appelait Refonder le modèle politique et économique français. Nos chroniqueurs y ont assisté et on va donc en débattre avec vous. Il y aura ensuite la rubrique Un peu de répit qui s'intéressera du coup aux comédiens, ou plutôt aux stand-uppers, même s'il faut éviter les anglicismes. Donc ces commentateurs de la vie publique, de la vie politique, sont-ils de simples commentateurs? Sont-ils militants? Portent-ils des thèses propres à eux? Doivent-ils être écartés parfois du débat public? On va donc en débattre avec nos deux amis. On passera ensuite au sujet de fond, qui est donc le Covid-19, les nouvelles mesures, ce que ça a fait sur la jeunesse de notre pays, où est-ce qu'on en est au niveau acceptation, et comment tout ça va se dérouler au fur et à mesure des mois. Et on passera ensuite donc au jeu quiz. C'est notre pays, c'est l'actu. On va donc parler de la crise de la démocratie à travers une conférence auquel nos chroniqueurs ont assisté. Mais avant tout ça, pour vous, c'est quoi le commun? Alors le commun, je pourrais te le définir comme une sorte d'ensemble d'histoires, d'événements, d'anecdotes, de préférences qui font qu'un agriculteur dans le Larzac puisse se sentir le frère ou l'égal d'un chauffeur de taxi à Marseille, ou qu'un banquier à Paris, ou qu'un naturiste dans le Larzac. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et est-ce que le commun, c'est pas, du coup, question peut-être pour Ibtissam, est-ce que c'est pas plutôt, et aussi, la réponse à la question de ce qu'on veut peut-être comme modèle de société? Est-ce qu'on veut des déserts médicaux ou pas? Est-ce qu'on veut plus d'aide, moins d'aide? Est-ce qu'on veut plus de liberté, même si, bon, concept... C'est ça. Ouais. C'est intéressant pour le coup de faire la distinction au sein d'un même concept. Le fait à la fois de vouloir tisser des liens entre des points et conserver aussi toutes les particularités qu'on peut avoir et toutes les libertés qu'on ne devrait pas mettre de côté, quoi. Et puis surtout, le commun, c'est... tous les liens qu'on peut tisser à table qui nous permettent à la fois de nous taper dessus et en même temps de nous en amourer. Et c'est dans le débat et les embrouilles de bistrot que naît le consensus. C'était le moment philo, on est sur France Culture ici, bonsoir. Alors, on va donc passer à l'actu. Est-ce que l'un de vous deux veut peut-être présenter la conférence? Alors cette partie de la conférence avait pour nom « Faut-il dissoudre la France ?» C'était une scénette sous forme de procès et à l'annonce de cet événement sur les réseaux sociaux, tout le monde s'était exclamé parce que le titre... laisse à désirer pour le coup, clairement. Et tout le monde pensait que c'était une énième conférence hargneuse, victimaire, européiste et j'en passe. Mais le truc, c'est que c'était beaucoup plus léger que ça. Donc ce petit procès, il faisait l'état des lieux du pays. Donc ils énuméraient toutes les fractures qu'on pouvait observer, en fait, que ce soit des fractures sociales, des fractures politiques, des fractures identitaires. Et dès le début de ce petit procès, elle soulignait le fait que 69% des Français estimaient que leurs idées n'étaient pas représentées dans le système démocratique actuel et que 32% même ne considéraient pas la démocratie comme le meilleur des systèmes. Donc là, pour le coup, elle a posé... point sur table, comme on dit, dès le départ. Et à ça, pour le coup, ce qui était très intéressant, parce que nous, on avait une certaine appréhension avec ce petit titre, Faut-il dissoudre la France? Et puis là, ce qu'elle pose sur table dès le départ, c'était finalement faire la distinction entre le pays et l'État. En fait, si on pouvait faire ça. D'ailleurs, il y avait une journaliste de CNews, il y a quelques jours, il me semble, qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, comme on dit, et qui faisait justement la distinction entre la France et la République. Elle disait justement que la France, c'était un territoire, une histoire, aussi mouvante puissent les frontières être avec le temps, et aussi l'histoire aussi mouvementée a pu-t-elle être aussi. Il y avait quand même cette distinction à faire. Donc la France a une longue histoire, avec plusieurs cultures, plusieurs langues aussi, plusieurs paysages, même plusieurs systèmes métriques, faut-il le rappeler, avant qu'on fasse commun justement et qu'on puisse se réunir sous un même socle, culturel notamment. Il y avait beaucoup de disparités en fait. Donc c'est toute cette histoire qu'il faut prendre en compte, tant les distinctions que les choses qu'on a pu mettre ensemble sur table. On a fini par mettre tout ça en commun pour faire nation. Et si on prend la définition de nation, justement, c'est cette idée de groupe humain ayant conscience de son unité, ayant la volonté de vivre ensemble. Et
Le deuxième intervenant justement de cette petite conférence avait évoqué le fait que 7 Français sur 10 souhaitaient, mine de rien, que les tensions s'apaisent et qu'on puisse vivre décemment ensemble. Parce que ce n'est pas parce que papy est chasseur et petite fille est végane, ce n'est pas parce que tati est musulmane et puis tonton athée et puis les 2 parents qui viennent juste avant le déjeuner sortent de la messe qu'on n'est pas capable de tous prendre un repas ensemble. Donc il y a mine de rien cette volonté. C'est magnifique, magnifique. Message d'unité, j'ai envie de pleurer, je suis au max. Donc s'il y a dissolution, on doit penser, je pense pas que ce soit la France qu'il faut dissoudre, mais plutôt c'est son régime politique actuel qui laisse à désirer. Parce qu'il faut pas oublier, mine de rien quand même, qu'aux dernières élections présidentielles, il y a tout de même eu 22% d'abstention, ce qui est tout de même énorme. Et à cela s'ajoute un peu plus de 2% entre vote blanc et vote nul, ce qui fait pratiquement 25%. Quand même, ce qui fait un quart en fait. Je ne sais pas si on rend compte de la proportion du truc, quoi. Ouais. Je crois que le modèle démocratique actuel est à réviser, non pas forcément à jeter complètement à la poubelle, mais en tout cas à réviser, pour faire en sorte que les gens qui puissent prendre parole pour le peuple, ou du moins pour prétendre le représenter, puissent le représenter véritablement. Vous l'avez senti comment, vous? Plutôt contestataire, plutôt... Très pessimiste, très pessimiste. Donc la plupart des médias aiment faire savoir que la plupart des politiciens actuels sont très pessimistes, voient la France, je ne citerai personne, voient la France telle qu'elle était par le passé, dans une voie qu'elle prend qui semble dangereuse, etc. Mais c'est pas ce pessimisme-là. Il émane pas des politiciens pour rien. C'est-à-dire que la France, les Français sont très pessimistes. Les Français ont peur de ce qui va se passer dans leur pays, ne serait-ce que dans le quinquennat à venir. Et je pense que cette conférence-là, elle a eu au moins cet intérêt-là, c'est de refléter justement le pessimisme ambiant qui règne en France. Après, chose quand même à nuancer, je crois qu'on est bien plus pessimiste envers l'aptitude de certains prétendants dirigeants plutôt que que si on prenait la vie politique par nos propres moyens. Absolument. Absolument. Parce que le fait de ne pas voter, ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse de la vie politique pour autant. Ouais. Et ça, c'est quand même important de le souligner, quoi. Défends l'inverse. Seigneur. Alors, on va simplement présenter... désolé de te couper, on va présenter ce truc. Alors, ça, c'est un super méga pouvoir d'admin. C'est un super pouvoir qui me permet de, du coup, faire défendre aux chroniqueurs le point de vue inverse de celui qu'ils exposent. Donc c'est absolument magnifique. Iptissam à toi. Oh, Seigneur. Alors le truc, c'est que les actions locales, c'est sympa, mais c'est sympa que pour les voisins. Et si on n'a pas de corps étatique commun, ça va être un peu compliqué de changer les choses dans le macrocosme, comme on dit, parce que pour le coup, si on n'a pas de dirigeants, par exemple, qui fassent poids, par exemple, à la COP26, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, on peut rien faire, en fait. Je veux dire, à un moment donné, face à la Chine, bref, j'en parlerai plus tard, mais il y a des choses à dire sur cette COP26. Non, mais je veux dire, s'il y a des dirigeants qui ne sont pas là pour mettre point sur table, pour essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir, mine de rien, cohésion, à la fois au sein de la nation et de manière internationale aussi, avec les autres États, machin, ça peut pas. Du coup, lorsqu'on parle de refonder un petit peu, de dissoudre, c'était dissoudre la France, la conférence. On parle évidemment pas de dissoudre, donc de prendre le pays, le foutre dans un bain d'acide, on est très clair. On parle évidemment d'une sorte de refonte. Pour les organisateurs, ça paraissait obligatoire. C'est un petit peu le point de vue qui a été défendu. Mais quand même, alors oui, t'as raison, c'est pas avec de l'acide qu'ils voulaient dissoudre quoi que ce soit, mais il y a quand même une vraie volonté dans la conférence, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu, il y a quand même un vrai ressentiment envers ce pays. Le terme est fort, dissoudre. Ouais. Ça veut dire qu'on parle... On parle de dissoudre la France, on parle pas de dissoudre la République, on parle pas de dissoudre la monarchie, on parle de dissoudre le parlementarisme bicaméral, tout ce que tu veux, on parle de dissoudre la France. Et la France, c'est pas que son système politique. Ok, donc c'est-à-dire que quand ils disent la France, au lieu de dire par exemple la 5e, ils englobent du coup l'ensemble France avec tout ce que ça a de culturel, c'est un petit peu l'idée de... Exactement. Ok. Et même le terme est fort dans le sens où quand on parle de dissoudre quelque chose, ça veut vraiment dire on va pas réfléchir à ce qu'il y a à garder de bien, ce qu'il y a à jeter, etc. On fait table rase de tout. On dissoudre tout. Et je considère que c'est pas une démarche qui est saine de faire table de la politique de la terre brûlée. C'est pas, on peut pas faire ça à l'échelle d'un pays, quoi. On peut faire ça à l'échelle d'un parti, avec plus ou moins de succès. On peut faire ça. Doucement. On peut faire ça à l'échelle d'un parti, mais on peut pas faire ça à l'échelle d'un pays avec toutes ses richesses, avec toute la pluralité de ses citoyens, de la diversité de ses opinions, etc. etc.
Et j'aimerais rebondir là-dessus. Pour le coup, ça se voyait dès le premier intervenant, en fait. La première intervenante, d'ailleurs, parce que c'était une femme qui, peu importe les engagements qu'elle a pu tenir en Inde, etc., ce qui peut s'entendre, d'ailleurs, là-bas, quand on nous a fait justement le petit topo de ce qui s'y passait. En fait, le truc, c'est quoi? La première intervenante, elle évoquait le cas actuel de l'Inde au sujet, justement, des suprémacistes hindouistes là-bas, qui étaient extrêmement véhéments, pour ne pas dire complètement violents, en fait, envers la petite communauté musulmane indienne. Donc, ce qui se passe là-bas, on peut vraiment parler, là, pour le coup, de racisme systémique, de racisme institutionnalisé. Parce que ce qui se passe, c'est que le gouvernement, mine de rien, chasse les Indiens musulmans de leur terre, qui leur appartient parfois d'ailleurs, en prétendant justement qu'ils étaient des immigrés du Bangladesh ou autres, enfin des pays limitrophes, quoi. Bref, le truc, c'est quoi? Les gouvernements, justement, rasent les maisons, la police, elle chasse, et même les petits manifestants suprémacistes, donc c'est des concitoyens, quoi, sont prêts à taper jusqu'au sang, jusqu'au meurtre, certains de leurs concitoyens. Donc ça, pour le coup... Sympa l'ambiance, ouais, clairement. Donc bon, là, je peux tout à fait entendre qu'il y ait des lanceurs d'alerte, comme elle a pu le faire dans la conférence. Mais du coup, pardonne-moi de te couper, mais par rapport à... Parce que ce qui nous intéresse, bon, on est très chauvin, pardon, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même du coup la situation du pays, la France en tant que... Elle allait justement en parler. Et là, ce qui était intéressant, c'était justement que le personnage principal, d'ailleurs, je sais même pas si elle jouait le rôle d'un procureur, d'un avocat, je sais pas comment ça se passe au tribunal, bref, peu importe. La grande dame avec une grande élocution et une chevelure magnifique. Elle a pris la parole justement pour lui dire, donc les Français ont raison de s'inquiéter du climat actuel, c'est ce que vous sous-entendez. C'est vraiment ce qu'elle a dit en fait à ce moment-là. Donc quand elle parlait de l'état des musulmans en Inde et l'état des... Enfin, elle sous-entendait... qu'on est en train de glisser, qu'on va finir par y arriver. C'est assez honteux, hein. Je trouve ça tellement indécent de prendre l'exemple de l'Inde pour après dire « Ah, vous voyez, nous aussi, on souffre aussi, tu vois. » Ah, mais justement, j'allais y venir. Le truc, c'est quoi? Là, je trouve ça extrêmement indécent de faire ce parallèle-là. Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire, imagine, t'as un pote cancéreux, tu fais « Putain, te plains pas, moi j'ai un mal de tête depuis 3 jours. Franchement, arrête tes conneries, quoi. » Surtout c'est que, terrible. entre guillemets, la soutenabilité des modèles de comparaison, c'est un truc qui est hyper important. Et même au-delà de l'aspect indécent, honteux, enfin tous les qualificatifs un peu moraux qu'on pourrait coller à ça, bah, surtout faux, quoi. Mais oui, surtout faux. J'allais y venir justement. En France, on ne chasse personne, en fait. On tape. Enfin, c'est pas la police. Tout de même. Quand donc? Je parle actuellement. Non, même maintenant, il y a quand même des migrants qui se font... Je parle des citoyens français, parce que là, pour le coup, c'était des citoyens indiens. Ah ok, d'accord, non, autant pour moi. Ok. On parle de citoyen à citoyen, ouais. Citoyens. Enfin, les mecs, c'était des Indiens, tu vois. Enfin, quand bien même ils ont une confession différente des suprémacistes hindouistes, ça restait des Indiens. Là, on parle vraiment des concitoyens. Le problème des migrants, c'est un autre problème qu'on traitera probablement un autre jour. Défends l'inverse, défends qu'il faut tabasser les Indiens. Comme ça, on se fait bien cut jusqu'au bout. J'en serais bien incapable. Mais ce que je voulais... Non, ce que je veux dire par là, c'est que la France, en tout cas l'État français, ne chasse aucun de ses concitoyens. Au contraire, il invite à table. Et peu importe les polémiques qu'on peut entendre à longueur de journée, aussi maladroite puisse-t-elle être parfois, le truc, c'est que c'est pour combattre le séparatisme qu'on parle de tout ça. C'est pour essayer de faire en sorte qu'on puisse vivre décemment tous ensemble dans l'espace public. Faire en sorte qu'il y ait un socle culturel commun. Ça n'est chasser personne, encore moins tabasser qui que ce soit, mais justement faire en sorte que dans l'espace public, les personnes, qu'elles soient non-croyantes ou croyantes, hommes ou femmes, peu importe les distinctions qu'on puisse faire entre les différents groupes qu'on puisse poser, c'est faire en sorte qu'on puisse vivre correctement tous ensemble en fait. La France, c'est celle qui invite à table. Encore faut-il respecter l'autre autant que l'autre respecte les invités et surtout essayer de se contenter du plat du jour qu'on a à la table sans distinction quelconque. Magnifique. Je trouve quoi. Cocorico. Est-ce qu'en France, en tout cas, est-ce que le constat qui a été fait du coup par les intervenants à cette conférence-là est factuel et adapté entre guillemets à la situation en France? Il n'est pas adapté à la situation en France, dans la mesure où pour moi je le trouve trop dramatiste. Et je pense que c'est des gens qui ont... Le pire qu'on puisse leur reprocher, c'est que c'est des gens qui ont vu ce que c'est que la guerre civile. C'est des gens qui ont vu ce qui se passe en Inde. C'est des gens qui ont assisté à des scènes de violence, d'une violence incroyable. Les intervenants? Les intervenants, la première dame dont on parlait, c'est une dame qui a assisté à ces scènes-là et qui est capable de dire attention, nous en France on a une guerre civile aussi qui pointe. Et j'ai l'impression que à force de prévenir la guerre civile, dire qu'elle arrive, et ben finalement c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que la guerre civile finit par arriver. Et
on pourra pas m'enlever de l'idée que ces gens-là, à force de l'appeler, à force de la voir à chaque coin de rue, eh ben, quelque part, ils souhaitent qu'elle arrive. Donc c'est bien beau de taper sur certains extrémistes de droite, de dire que ces gens-là veulent la guerre civile, ces gens-là appellent à la guerre civile, mais il n'y a pas qu'à droite qui l'appelle. Je pense que le dramatisme, malheureusement, n'est pas que ancré à droite. Je pense qu'il est très ancré à gauche, et je pense que ce sont des gens qui luttent justement contre le commun. Et c'est des gens dont le projet n'est pas spécialement la réunification des Français. Et je pense qu'au cours de cette convention-là, de cette conférence, je pense qu'on a eu un aperçu de ce que c'est que ce dramatisme-là, bien pensant malheureusement. France Culture. Putain, mais on va prendre des procès. On va prendre des sales procès. C'est cool que tu recentres un peu sur le commun, parce que mine de rien, est-ce que ce qu'on a en commun, c'est peut-être simplement d'éviter d'en arriver là, quoi. D'éviter d'en arriver là, et maintenant la seule question qui va se poser, c'est comment, donc quel outil on peut utiliser pour pas en arriver là, parce que mine de rien, et Raph a pas tort en disant ça, enfin c'est tout de même assez orienté politiquement, tu vois, de défendre la thèse des violences systémiques. Moi je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, je dis simplement que c'est orienté. Moi, je le dis clairement, en France, en tout cas, parler de racisme systémique et institutionnalisé, ça n'a aucun sens. Je veux dire, à un moment donné, les mots ont des sens bien précis. Il faut les prendre en compte avec toute la lourdeur qu'ils peuvent avoir. Et voilà, avec le cas de l'Inde, justement, qui a été étayé à ce moment-là de la conférence. Enfin, je veux dire, certains militants doivent vraiment revoir leur discours. Ouais. Parce que comme tu viens de le dire, justement, Raphaël, de manière très juste, ces gens-là qui prétendent... vouloir éviter la guerre civile finiront par la provoquer eux-mêmes en fait. Du coup, encore une fois, ce qu'on a de commun, et ce qui est hyper important, ce qu'on a de commun tous les trois, mais ce qu'on a également de commun avec tous les Franquis, les Franquettes qui nous écoutent. Bon, allez, hop, ça c'est pour moi, ça c'est le point beauf. Dès que t'es un petit peu beauf, bim, ça vient avec toi. Et du coup, ce qu'on a de commun, c'est également, et surtout d'ailleurs, le fait de... je pense que personne n'est pour interdire ce type de conférence. Non. On en a besoin quand même. Bien sûr, parce que de toute manière, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux et c'est ce qui finit par prendre de la place dans la tête des jeunes, quoi. Est-ce que ce type de conférence répond pas à un besoin quelque part? Peut-être pas de la bonne manière, mais est-ce que ça répond pas à un besoin et à une réalité? Alors, c'est justement parce que ça répond à un besoin qu'il y a un problème. Ce type de conférence, c'est vraiment le marqueur du fait que la société se communautarise, que les gens se regroupent entre eux et n'ont pas vocation à écouter une parole qui dissonne de la leur. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu quelqu'un un peu plus à droite de l'échiquier politique dans cette conférence-là. Ça, c'est dommage. Moi, j'aurais adoré, mais vraiment adoré qu'il y ait une confrontation, mais bon enfant encore, tu vois. Tu ramènes un mec de droite à cette conférence, alors ok, il se serait fait siffler, tout ce que tu veux, mais il aurait participé justement à cette volonté de créer un débat, tu vois. Et ça, c'est important. Par exemple, tu vois, Raphaël Enthoven, c'est pas spécialement ma tasse de thé, ok, mais il a eu le courage de participer à la convention de la droite. Oui. D'ailleurs, pour la dézinguer, il s'est fait dézinguer à ce sujet. C'est lunaire, quoi. Mais moi, je trouve que c'est absolument... Je dirais pas que c'est héroïque, mais je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'est retroussé les manches et qui a été au charbon. Et ça, c'est quelque chose que tu vois pas tous les jours. Et parce que la plupart des gens ont peur de la confrontation, des idées, etc., etc. Et je trouve que c'est dommage. Moi, j'adorerais vraiment que... j'aurais aimé qu'à cette conférence-là, comme je disais au départ, il y ait... et même, tu vois, même un Raphaël Enthoven qui participe à cette convention-là, parce qu'il reste un mec de gauche. Ça. Ou alors Finkielkraut d'ailleurs, qui est très connu dans le milieu France Culture. Vous l'aimez pas, ok. Mais oui, c'est évident que cette conférence répond à un besoin, parce que les Français souffrent du racisme, il n'y a pas de souci là-dessus, personne ne dit le contraire, vraiment. Mais est-ce que tu réponds au racisme, est-ce que tu combats le racisme avec des thèses d'exclusion comme ça, avec des thèses qui rajoutent de l'huile sur le feu? On a un feu en France. Clairement. Vas-y. Ah c'est toi. Là, il faut que tu défendes l'inverse. Okay. Alors comment est-ce qu'on répond au racisme justement en prenant l'exclusion, les discours Je trouve que les gens en ont plein la tête de des autres, de tout ce qui n'est pas comme eux. On coupera. il allait partir, Raph, là. Là, il était à deux doigts, là. C'est la thèse inverse de ce que je pense, donc forcément, ça allait sortir. Je pense que les Français n'ont plus envie de se mélanger. Je pense que les Français en ont marre des autres. Les Français veulent vivre reclus sur eux-mêmes. Et c'est pour ça que les réunions en non-mixité sont une excellente chose pour la France.
Eh bien, bienvenue sur Sud Radio, c'est évidemment André Berkoff, bonsoir. Alors, de quoi va-t-on parler maintenant? On va parler donc des comédiens, des stand-uppers, et de leur impact sur la vie publique, la vie politique, un peu de ce qu'ils disent, de pourquoi ils le disent, comment ils le disent aussi. Vous avez peut-être une intro, vous voulez peut-être dire un truc ou on balance directement la guerre? Balançons la guerre. Allez, on envoie la guerre. Faut-il voir dans les stand-uppers des personnages ou des militants? Alors, c'est une question que je trouve vraiment passionnante parce que plus on grandit, plus on apprécie. Il a un humour qui tape fort, tu vois. Et je pense que l'humour est forcément politique. Moi, quand on parle de ce sujet-là, je pense toujours à la citation de Coluche qui, quand il s'était présenté, tu te rappelles, en 81. Tu te rappelles, J'étais pas né. T'es pas né, mais tu t'en rappelles quand même. Quand il s'était présenté à la présidentielle en 81, il avait dit un truc, quand on lui reprochait justement de sortir de son rôle d'humoriste et de rentrer justement dans la cour des politiciens, il a dit j'arrêterai de faire de la politique quand les hommes politiques arrêteront de faire rire. Et je trouve que cette phrase est incroyable. Ça prouve qu'il y a vraiment un lien entre l'humour et la politique et qui va dans les deux sens. Et donc oui, les humoristes et les stand-uppers de manière plus générale, les stand-uppers sont évidemment et éminemment politisés parce que le stand-up est une forme de sketch qui établit une sorte de contact entre l'humoriste et son auditoire. Tu vois, c'est pas genre un sketch où le mec il se ramène déguisé, perruque, tout ça. Non, il parle d'un sujet qui lui tient à cœur. Donc c'est forcément un truc qui a lieu avec la société, machin. Donc c'est un truc qui est éminemment, fondamentalement, dans le sens où ça aura forcément un rapport avec la politique. Donc oui, les humoristes, les stand-uppers sont politisés. Et après, il faut voir dans quelle mesure ils le sont. Et ça, c'est là que le sujet devient très intéressant. Oui, c'est ça. Pour reprendre justement le fait que tu évoques Coluche, paix à son âme, merci pour tout ce que tu as pu faire, mec. S'il y a un truc après la mort, genre, merci, mec, quoi. Faut que tu l'entendes, tu vois. Mais petite parenthèse, tu crois pas que le fait qu'il ait fait les Restos du Cœur, justement, ça déresponsabilise pas un peu l'État Bah si, carrément. Mais ça, j'en dirai plus tard. Excusez-moi, bonsoir. On est dans une émission républicaine, donc c'est-à-dire s'il y a un truc après la mort, okay, nous on part du principe qu'il y a juste les frais de succession après la mort, tu vois. Il y a que ça. C'est l'horizon indépassable. Mais du coup. Peu importe. Oui, pour le coup, comme tu disais, l'humour est éminemment politique, etc. Le truc intéressant à voir, c'est justement en fait la mutation qu'a pu prendre en fait notre appréhension de la politique en fait en société et de fait l'appréhension par les humoristes en fait. Ce qu'on voyait justement avec Coluche, c'était clairement des problèmes sociaux qui posaient sur table, le fait que les gens ne mangent pas assez à leur faim, c'est pour ça qu'il a créé les Restos du Cœur, parce que l'État encore ne fait pas assez. Bref. Alors que là, les humoristes de nos jours se concentrent bien plus sur des problèmes sociétaux, des problèmes subsidiaires, des problèmes identitaires, etc. Enfin, on le voit par exemple, comment s'appelle-t-il? Haroun, je crois. Haroun. C'est ça, oui. Bref, j'avais vu un petit extrait qui tournait. Il est drôle. Ok. Justement, j'avais vu un extrait qui tournait pas mal sur les réseaux sociaux, un extrait assez court qui faisait mention du problème de l'islamophobie et de l'islamisme en France. Il parlait d'un sketch que j'avais fait sur Zemmour et il me parlait du voile. Il voulait me parler du voile et moi j'entendais en face de moi, j'entendais un mec qui me disait hijab, 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 hijab. Là, j'étais là, écoute, moi je suis pas théologien, je suis pas une femme, je suis pas voilée, demande aux personnes concernées. Mais j'ai trouvé assez consensuel. Alors certes, le monsieur est très drôle, etc. Bon, je vais pas en faire des caisses à ce sujet aujourd'hui, mais bon, le fait d'être aussi policé, le fait d'user de tant de bien-pensance, je trouve que ça fait moins rire que si c'était cinglant, frappant, et même si on usait un peu d'humour noir, quoi. Mais alors, magnifique transition, du coup. En tout cas, tu m'offres mais une passe décisive fantastique. Alors, du coup, vous allez pouvoir me dire si vous faites un peu le même constat que moi. Ce qui est rigolo, c'est que effectivement, bon, il y a des comiques, des stand-uppers qui commentent la politique. Enfin, ils ont rien inventé, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, je veux dire, depuis l'époque de nos grands-parents, ça existe. Ouais. Ce qui est assez rigolo, on va peut-être citer, du coup, Franck Delapersonne. Je sais pas si vous vous souvenez, un humoriste. C'est un humoriste ou c'est un comédien, lui? Moi, c'est un peu des deux. Enfin, Tu veux dire après son virage Rassemblement National? Exactement. Ah oui, donc c'est totalement un humoriste, ouais. Hyper, du coup, pas rigolo, mais plutôt dramatique. C'est qu'il n'y a pas vraiment de notion de commun là-dessus, parce que quand tu parlais à l'instant de Coluche, lui, pour le coup, on pouvait un petit peu le sortir de la politique partisane, entre guillemets. C'était un mec qui était là
Oui, mais entre gros guillemets. Ce que je veux dire, c'est que lui, pour le coup, c'était un mec. Voilà, bon, il voulait que les gens puissent manger à leur faim, ce qui est tout à fait honorable. Pour ça, tu peux pas trop te faire blacklister. Parce que c'est une idée. Enfin, blacklister, liste noirée. Tu peux pas te faire liste noirée, hein, Francky. Mais, ce qui est rigolo, c'est que là, maintenant, on est dans une sorte de méta politique un peu bizarre. Enfin, bizarre non, mais où tu te retrouves dans des situations où tu as des comiques plutôt à gauche qui, eux, du coup, vont avoir pignon sur rue, pouvoir s'exprimer absolument partout. Voilà, bien pensant, quoi. Voilà, aller en politique, revenir dans l'humour, il y aura aucun souci. Et t'en as d'autres, comme Franck de la Personne, qui a dit qu'en gros, son virage au RN, il avait plombé sa carrière. Mais même avant lui, il y avait aussi Stéphane Collaro, je crois. Ça me dit rien. C'est un mec qui avait fait plein d'émissions sur à l'époque, c'était Antenne 2, tout ça. C'était un mec, limite Patrick Sébastien, tu vois, dans le même style. Et je me souviens que lui, il avait dit à un moment qu'il envisageait de voter Marine Le Pen. C'est totalement son droit. Il s'était fait vraiment éclater à droite à gauche, tout le monde le traitait de facho, de machin. D'ailleurs, une certaine partie du monde twitteresque français avait commencé à... Comment on appelle ça en français vous savez, cancel, annuler. Pas annuler du coup, mais mettre de côté, disons. Alexandre Astier, qui pourtant était adulé pour son Camelot, etc. Le boss, Alexandre. Bon, le film est nul, hein. Mais par contre, pour le reste... Ah, t'as pas aimé le film ? Le film était nul, hein, objectivement. Bon. Je sais pas, moi en vrai je suis pas un vrai connaisseur de cette série, excuse-moi de te couper. Je suis pas du tout un connaisseur de cette série, mais j'ai regardé le film parce que tout le monde m'a dit que c'était sympa. Je l'ai vu une fois, je sais qu'il y a un mec qui l'a vu 300 fois, il a battu un record ou quoi que ce soit. Mais c'est des animaux. Putain, mais c'est quoi ça? Mais c'est quand que t'as le temps de te doucher dans tout ça? C'est terrible. T'as la réponse à ta question, tu l'as pas. Enfin bref, pour reprendre là-dessus, quand il avait énoncé plus ou moins explicitement qu'il pouvait voter à droite, même pas d'extrême, juste à droite, beaucoup de gens étaient là en mode oh là là, tu m'as déçu, machin. Enfin, je veux dire, ça change rien à son œuvre. Enfin, je suis pas fan de lui pourtant, hein, désolé, hein, c'est mon droit aussi, mais pour le coup, juste le mettre de côté, juste pour ça, c'est ridicule quoi. Mais ça arrive tout le temps. Je sais pas si tu te souviens de Joueur du Grenier. Bon, youtubeur, c'est pas un comédien, mais lui, il s'était fait défoncer parce qu'apparemment, il voulait voter Nicolas Dupont-Aignan. Il s'était fait défoncer. Mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que putain. Des humoristes qui s'engagent en politique ou même sans s'engager, qui gravitent autour de ça, c'est un peu l'humour, ce qu'ils appellent l'humour inter. Ce qui est rigolo, c'est que l'humour inter, il est hyper militant et il se fait pas trop striker, quoi. C'est-à-dire le seul qui s'était fait striker, c'était Bec BD, et encore, c'était même pas vraiment par rapport à son humour, c'était parce qu'il était arrivé torché la veille, il avait pas pu tenir une chronique. Mais est-ce qu'il s'était vraiment fait, entre guillemets, cancel? Je crois pas. Non, pas cancel, mais si, dernièrement. Tu vois. Et en fait, c'est ça, voilà, c'est un peu ça le point qui m'intéresse. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. C'est cool, tu vois, d'avoir des comédiens et des humoristes qui parlent de politique, mais le problème, c'est qu'on les laisse parler de politique, c'est-à-dire, voilà, et c'est-à-dire que ce soit l'industrie ou le public, hein, d'ailleurs, on les laisse parler de politique que dans un sens, et t'as des mecs, par exemple, typiquement Bec BD, qui avait écrit une critique, enfin bon, le pire, c'est que sur le bouquin de Léna Situation. Donc là, pour le coup, c'est pas politique, mais ce que je veux dire, c'est que le mec avait écrit une critique, mais le pire, c'est que la critique était même pas affreuse, quoi. Ah, il l'avait éclaté un peu, quand même. Après, était-elle légitime? Je vais pas donner mon avis, mais bon... Non mais après, vraiment, je suis intimement persuadé d'avoir mis des commentaires pires que ça sur Allociné. C'est vraiment, je suis désolé, c'était pas non plus... C'est que lui, il se la joue très littéraire, café de fleurs, tout ça, machin, et évidemment, tu lui donnes le bouquin avec des coloriages limite de Léna Situation, c'est évident que le mec il va faire une syncope. Alors être surpris de ça, je trouve que c'est totalement de la mauvaise foi. Tu sais très bien que tu donnes, je sais pas, s'il était encore vivant, tu t'aurais donné la biographie de Laurence Boccolini à Jean d'Ormesson, tu crois qu'il aurait dit oh, c'est un chef-d'œuvre? Non, il aurait pas dit ça du tout. Pour recentrer, parce qu'il faut recentrer, c'est important. En vrai, ma vraie question pour faire beaucoup plus court, c'est comment dire, c'est plutôt on sait que les humoristes font pas mal de politique, on sait que certains politiques s'autorisent même des traits d'humour, hein. On se souvient d'accord monsieur le Premier ministre. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. On se souvient de pas mal de vannes, que ce soit l'époque de nos grands frères ou notre époque actuelle, mais ce qui me paraît assez terrible, et ce serait cool qu'on ait votre avis là-dessus, c'est que mine de rien, on commence à avoir l'impression qu'il y a un seul humour qui est toléré, et c'est l'humour qui va, bon, on va pas dire bien pensance, mais c'est l'humour gauche un peu sympa, quoi. Ouais. Gauche un peu PS compatible, sympa, Jadot. De ce qu'on entend de France Inter, oui. Vélo qui va à 50, quoi. Alors je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu entends par humour de gauche, et surtout qu'est-ce que tu entends par humour de droite? S'il n'y a pas d'humour de droite en France?
Non, c'est pas humour de gauche et humour de droite, c'est plutôt humour qui va être validé par une certaine partie de la gauche et humour qui, du coup, va pas passer parce que c'est beaucoup trop de droite, quoi. Et typiquement, on le voit parce que c'est pour ça que, tout à l'heure, je vous ai parlé de Franck de la Personne. C'est un mec qui de base était un comédien et après son passage au Rassemblement National a dit que c'était la plus grosse bourde de sa vie. Ah bah oui, sur le plan carrière, oui, totalement, oui. Tu vois, donc au final, est-ce qu'on peut également se dire que, pour le commun, c'est pas ouf parce que ça bride un peu le débat, et surtout, c'est pas normal que certaines carrières puissent décoller sur fond de militantisme politique et que d'autres puissent être écrasées, alors que, il y avait du militantisme, mais comme partout. Alors, je pense que ça va peut-être sûrement pas plaire à monsieur Franck de la Personne, mais je pense que les Français peuvent pardonner tant qu'il y a du talent. Ouais. Mais non mais attends, je connais pas ce mec, donc je pourrais même pas te dire il est bon ou il est pas bon. Non, mais dur à avaler, mais réel. Il y a pas de souci. Je dis juste que en général, par exemple, tu vois un mec comme Gaspard Proust, qui est extraordinaire, vraiment. Et lui, tu vois, c'est totalement un mec qui tape sur ce système-là de bien-pensance, tout ça, machin. Et lui, on l'a pas cancel, on lui a rien dit, etc. Enfin, on lui a rien dit. Il y a forcément quelques plumes à gauche qui ont dû lui taper dessus pour ceux qui le représentent, mais il a pas été annulé, quoi. Et tu vois, un mec comme ça, parce qu'il est évidemment talentueux, un mec comme ça, tu pourras pas le cancel. Parce qu'il est trop bon pour ça. Et au contraire, je pense qu'il pourra même s'en servir pour écrire un sketch à ce sujet-là, et il te fera 2 fois plus mal. Donc je pense que, encore une fois, tu peux pas cancel un mec qui est au-dessus de la mêlée. Par exemple, tu vois, petite parenthèse aussi, Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini qui est incroyable. Fabrice Lucchini, tu vois, c'est un mec qui, politiquement, il est, comme elle dit Véronique Jeunesse, c'est un étron libre, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que c'est un mec, on sait pas trop ce qu'il est, mais il y a des discours, il y a des interviews, tu l'écoutes, il aime bien taper sur la gauche. Il dit que voilà, la gauche a l'apanage. Il n'est pas assez bien pour être de gauche, c'est ce qu'il a pu dire. Et tu vois, ça, c'est un discours qui peut être propice à la cancellation, et pour autant, il se fait pas éclater. Pourquoi ? Parce qu'il fait ça avec malice, avec subtilité, tout ça. Et encore une fois, il fait ça. Non pas avec du talent, peut-être que j'étais un peu dur tout à l'heure, mais même s'il en a. Mais c'est trop tard, Raphaël. Hein. Franck est au sol. Là. Désolé, Francky. Franck ne va pas se relever. Est-ce que c'est pas un pont, du coup, question peut-être pour Ipsissam, est-ce que c'est pas un pont, peut-être pour les jeunes, pas spécialement politisés, d'avoir des humoristes, quoi qu'on en pense et quoi qu'eux-mêmes pensent de la vie politique, qui, par leur art, amène un petit peu vers des réflexions, que ce soit sur la société, sur nos droits, sur les libertés fondamentales. C'est le propre de l'art en général, de toute manière on le voyait même au théâtre initialement. La catharsis, en fait, c'est cette idée de mettre en lumière tous les défauts dont la population puisse être dotée, pour justement qu'il y ait réflexion et remise en question et perfectionnement de soi, en fait. Et le fait justement qu'il y ait une sorte de disparité au sein du groupe humoriste français, ça permettra autant aux jeunes Français qu'aux vieux d'ailleurs, vieux, personnes âgées, excusez-moi. Tu peux dire vieillard, hein, je veux dire. Ok, c'est pas grave. Il est loin. Hein. Il est de l'autre côté de la table. C'est tellement dur. De se remettre en question et justement le fait de cancel, d'annuler, de censurer toutes les personnes qui ne sont pas sur la même ligne que la bien-pensance actée implicitement, acceptée du moins, ça permet pas justement cette remise en question. Et ce qui serait justement intéressant, c'est de rire de tout et surtout de soi, sans concession en fait. Et là, je pense justement à une... Compliqué de rire de soi. C'est le meilleur rire. C'est le meilleur rire. Ouais, mais c'est compliqué. En tout cas, si on reste dans le thème de la politique, c'est compliqué d'avoir un militant qui va se mettre à se foutre de la gueule, que ce soit de son programme ou de sa ligne idéologique. Tu vois. C'est terrible. C'est qu'il est limité dans ce cas. C'est qu'il fait pas les choses comme il faut. Quoi. Moi, personnellement, je ne saurais pas le faire. Hein. Enfin, honnêtement... Après, t'es pas humoriste, quoi. Non, certes, mais... Waouh. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. Ouais, On a mangé du vieillard de tout à l'heure, mais tellement... Non, mais là, c'est trop... Je vais aller rejoindre Franck de la Personne. Hein. Pardon, non, mais je vais dire... Là, Raph l'a envoyé à l'hosto, je vais lui tenir la main, je vais me poser dans le lit d'à côté, c'est pas possible. Oh, doucement. Vous êtes deux bons gars, toi et Francky de la Personne. Ouais, la seule différence, c'est qu'on n'est pas allé au même parti. Non, je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire, je suis très maladroite. Mais enfin, quand même, tu peux être très drôle, t'es pas humoriste, je veux dire, c'est pas ton gagne-pain, quoi. Putain, mais... Pardon. Non, mais c'est... Allez, change. Non, mais c'est pas possible, putain. Mais c'est pas une insulte, ça va, là, non. Non, mais vraiment, je suis désolé. Bah, t'es une merde. Waouh. Ok, sympa, ça. Non, mais doucement.
Bon, ok, j'ai compris. Je suis pas drôle, je suis pas humoriste, c'est pas mon boulot, ok? C'est bon, j'ai compris. Il faut savoir rire de soi, quoi. Et là, je pense plutôt... Je viens de l'apprendre à mes dépens. Je venais de te dire que c'était le meilleur rire, bah tu viens de l'apprendre. Mais j'ai envie de mourir, là. J'essaie de garder la face, mais c'est... Non, mais je pensais plutôt justement à la nouvelle série sur Canal+, de Blanche Gardin, la meilleure version de moi-même, je crois que c'est le titre. Bon, de ce qu'on a pu en lire jusqu'à présent, ça tacle tout, surtout la bien-pensance, et surtout elle-même, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est bon. Et Blanche Gardin, pour le coup, il y a certaines de ses interventions à la télé, que ce soit par exemple la présentation des Césars, machin, comme bien même... c'était incroyable, tu vois. Et comme bien même, elle pouvait faire grincer des dents certaines parties, enfin, certaines personnes... ça marche, quoi. Et on l'aime toujours. Et elle a ses financements. Enfin, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, en fait. À partir du moment où tu as un véritable talent, peu importe ce que tu diras, tu garderas face, en fait. Et paf. Ah, mais... Je vais partir, hein. Je vais partir. Non, mais ouais, petit big up. Non, big up en français. Grand en l'air, un gros en l'air. Un grand en l'air. Un grand en l'air à Blanche Gardin, particulièrement sur sa scène, tu sais, quand elle parlait des attentats. Ouais. Quand elle disait ah non, mais c'est pas cool. Je me souviens pas. Tu te souviens pas de ça? Quand elle disait ah, mais c'est pas cool, nous c'est la fête. Tu sais, elle citait Hemingway en disant Paris est une fête. Ah non, mais il faut aller faire des attentats au Bangladesh, au Pakistan. Ici, nous, c'est la fête. J'étais mort, Sarah. Bon, c'est pas bien. Hein. Faut pas rire de ça. C'était marrant. Elle est bonne. Non, bonne dans son jeu. Non, mais bonne dans son métier, sa profession. Oh là là, c'est bon. Chacun son tour, c'est ça. Elle est pas bonne du Elle tout. est très jolie. Je me permettrai jamais de dire à une femme qu'elle est bonne seulement en parlant de son physique. Non, mais t'as le droit. Hein. En plus, toi, t'es une meuf, ils peuvent pas t'annuler. Je pense qu'on est bon sur les comiques, à moins que vous vouliez... Non, on est bien, on est très bien. Allez, Johnny, la tirade. Let's go. Oui, alors... Moment où on parlera de la crise sanitaire et de l'impact que ça a pu avoir sur la jeunesse française. Ok, j'ai quelque chose à dire au président. Alors, j'ai pas la verve de Boris Vian, mais c'est quand même important que je dise ce que j'ai à dire. Ok. Alors, monsieur le président, vous dites avoir laissé de côté l'économie au profit de l'humain, mais il n'en est rien. La Covid est un virus encore inconnu. Et à la sortie du théâtre, on vous a reproché de n'avoir rien fait. Alors vous avez suivi. Et depuis, tout va de mal en pis. On s'est occupé d'une maladie respiratoire qui finira sans doute par prendre sa place aux côtés de la grippe. Parce qu'il faudra vivre avec. Mais pendant ce temps, on a délaissé toutes les autres maladies et même la vie. Tous ces cancers non diagnostiqués, toutes ces dépressions provoquées, tous ces commerces et entreprises ayant sous porte mis la clé, tous ces projets avortés, de familles à fonder, de maisons à acheter, de soins à effectuer, d'études et formations à terminer, d'événements sportifs auxquels participer et assister, de mariages à célébrer et même d'enterrements dignes à effectuer. Et avant ces enterrements, même nos dernières salutations n'ont pas pu être prononcées. Les maisons de retraite étaient effectivement fermées. À cause de vous, même les victimes de cette pandémie n'ont pas été respectées. Personnellement, je suis utilitariste. Et ça, c'était le plus grand nombre. Vous dites avoir fait passer l'humain avant l'économie, mais c'est faux. Quantitativement parlant, comme on vient de le voir, c'est faux. Et même en pensant aux personnes âgées ayant rendu l'âme, c'est vous qui avez fait le choix de l'économie en bridant le budget des hôpitaux depuis des années et encore aujourd'hui en pleine pandémie. Parce que oui, on s'en souvient, vous avez fermé des lits d'hôpitaux en 2020. Plus de 500. 5000, que dis-je 5000. Vous avez le budget pour des hélicoptères de transport de malades d'un désert médical à un autre, mais pas le budget pour des lits d'hôpitaux. Vous avez le budget pour des contrôles de pass sanitaire à l'entrée des établissements, dont même les centres de soins, mais pas le budget pour des lits d'hôpitaux. Et la seule raison pour laquelle on nous impose encore multitude de restrictions à outrance, c'est justement pour éviter la saturation de ces lits d'hôpitaux. Vous créez l'animosité à ce sujet au sein de la population, entre jeunes et âgés, entre pros et anti-pass, pour nous faire oublier que vous êtes les responsables. Salutations distinguées. Bon, bravo. Bravo. Alors, dans le fond, ce qui nous préoccupe, du coup, c'est la thématique centrale de ce podcast-là. On va parler, comme vous en doutez, parce qu'il faut en parler. Tout le monde en parle, tous les journalistes et compagnie. Je ne suis pas journaliste, pas plus que je ne suis comique. Merci. Mais on va donc en parler parce que, c'est quoi? C'est la 5e vague, là? Ouais. 5e vague. 5e vague, il va y avoir du coup une dose de rappel. Bon, c'est normal. Dose de rappel. Ce qui est moins normal, c'est le fait, en tout cas à mon sens, qu'il y ait cette petite carotte, c'est-à-dire, si vous ne le faites pas, le pass sanitaire est désactivé, alors qu'on nous avait dit que ce ne serait pas subordonné au pass, etc., etc., etc. On n'est pas une contradiction près avec ce gouvernement, j'ai envie de dire. Oui, clairement. Où est-ce qu'on en est? Comment vous l'avez vécu? Je sais que tu as amené un livre, et petit Sam, est-ce que tu veux le présenter? Ouais, carrément. Alors, cette semaine, j'ai pu acheter le livre La Fracture de Frédéric Dabi. Est-ce que tu peux montrer à la caméra? Ouais. Édition Les Arènes. Alors, en gros, il parle justement de ce que la jeunesse
pense en général, notamment depuis la crise Covid et toutes les conséquences que ça pourra avoir, tant sur le plan sanitaire qu'économique, surtout économique d'ailleurs. Et ensuite, toutes ces appréhensions en fait, pour le futur, donc ça parle aussi de la crise écologique, etc. etc. Je peux en faire un petit résumé très rapide. Donc il commence à parler de cette crise sanitaire, la façon dont ça a impacté la jeunesse. Après, en aparté, on peut aussi parler du fait que la jeunesse, elle se sentait pas si menacée en fait par ce virus, mais elle a fait 1001 concessions justement pour rester dans les rangs. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que juste avant l'annonce du premier confinement, il me semblait que c'était en mars 2020, tout le monde s'était rué vers les bars, surtout les jeunes, parce qu'on a envie de faire la fête pour une dernière fois. Et franchement, c'est pas moi. Pour sauver des vieillards, c'est insupportable. Et moi-même, j'y étais dans ces bars. Hein, je ne jette la pierre sur personne, bien au contraire. Moi, j'aurais apprécié justement que Macron reste au théâtre. Mais t'as pas honte, par contre? T'es allé dans des bars sans déconner? T'es allé genre boire des verres? T'as entendu quand même? Désolée. Elle allait boire des verres. C'est dur. T'as tué des vieux. Hein. Excusez-moi. Il y a des, on paye beaucoup moins de cotisations sociales à cause de toi. Hein. C'est absolument horrible. C'est vrai qu'il y a un aspect sacrificiel de cette jeunesse-là qui est pas assez pris en compte. Complètement pas pris en compte. Complètement. Mais vous l'avez, pardon de te couper, vous l'avez vécu comment Mal. On va te laisser commencer du coup, il n'y a aucun problème. Comment tu l'as vécu toi? Ce premier... Pardon. La rage dans les veines. Ah, le premier confinement. Ouais. Enfin, historique. Alors le premier confinement, ouais. Donc d'ailleurs l'annonce du premier confinement a été faite très tardivement dans la soirée. Hein, faut pas l'oublier quand même. Du jour au lendemain, paf, vous fermez tout. J'étais au cinéma. Du coup, en sortant du cinéma, je me suis dit bon va boire un verre pour une dernière fois. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Putain, désolé de te couper. La phrase fait mal quand même. Hein. Va boire un verre pour la dernière fois. Ouais. C'est un peu, enfin, c'est horrible et c'est peut-être indécent comme comparaison. Et enfin, c'est pas une comparaison sur le fond. Mais la forme de la phrase, putain, on dirait va boire un verre pour la dernière fois, les Allemands arrivent, quoi, tu vois. Non, mais c'est terrible. Enfin, la phrase est terrible. Mais après, je sais qu'on fera passer ce genre de discours justement pour un discours d'enfant gâté, enfant complètement pris dans le divertissement et dans ses verres, etc. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a que les jeunes qui boivent des verres en France. Oui, non, mais oui. Évidemment, déjà qu'il n'y a pas que de ça aussi et surtout, mais je pense que, en fait, c'est comme si inconsciemment, on appréhendait le fait que ce sera pas comme avant, quoi. Ce qui arrivera, ce sera plus comme avant, quoi. Et on s'en rend bien compte et on avait raison, en fait. Mais rien que la fermeture des terrasses, quoi. Putain, regarde-le, les terrasses, quoi de plus français? C'est vrai. Un doudou, il était triste. Râler peut-être. Ouais, après le premier confinement, bon. C'est vrai que la fermeture des terrasses, c'était hardcore et on nous a pas mal vanné là-dessus quand on a commencé à râler en disant que putain, sérieux, quoi. On était en mode, mais putain, c'est l'été, on a envie de kiffer, c'est trop bien. Et après, moi, j'entendais parfaitement le discours inverse qui consistait à dire on est quand même devant une maladie qui a l'air quand même assez chaude. Début. Justement. Justement, au début, moi, quand on me disait tu sors pas de chez toi, je dis putain, moi j'ai quand même peur, donc ouais, ok, d'accord. Tu l'as attrapé ou pas du tout? Alors je l'ai eu, j'étais un des premiers à l'avoir en plus. Le boss? Non, mais pas le boss du tout. Putain, mais quel pionnier, mais quel hipster! Oh, le hipster! Je l'ai eu avant que ça soit mainstream, donc vous pouvez pas comprendre. Et donc, ouais, je l'ai eu, et c'était un moment où tout le monde disait oh putain, t'as entendu, le voisin il l'a eu, il va peut-être mourir et tout machin. Et donc, moi, comme je suis un petit peu. C'est quoi le terme parano, presque. Hypochondriaque, c'est le mot que je cherchais. Hypochondriaque, neurasthénique, tout ce que tu veux. Moi, j'ai une simple grippe et je suis à l'article de la mort. Et donc là, donc j'étais affalé dans mon lit avec 39-42 de fièvre et tout pendant une semaine. Hein. Ah, je l'ai eu sale. Je l'ai eu sale, mais en vrai, genre, je vais pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui ont eu 100 fois pire, quoi. Une semaine. Et en gros, genre, je restais chez moi et j'étais sur ma tablette et je regardais en gros les news qui disaient ouais, un tel est mort, ouais, tout ça machin. Et je me disais oh putain, je suis le suivant et tout, tu vois. Putain. Oh, la drama queen. Oh putain, la drama reine. Et donc attends, la drame reine, la reine du drame. Et donc ouais, j'avais vraiment peur à ce moment-là, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'était une grosse grippe. Et franchement, genre, je pense que c'était un coup à prendre entre guillemets pour vivre après, quoi. Après, je veux dire, bon, depuis tout à l'heure on le vanne, mais ça va, il a la vingtaine. Je veux dire, t'es un beau bébé, t'es en bonne santé, tout va bien. Franchement, j'ai aucune comorbidité. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce que d'un côté ça a pas été un peu un sacrifice entre guillemets des jeunes pour les vieux? Est-ce que c'est ça, mais après pour être tout à fait honnête, pour essayer de tempérer un peu les choses. Moi j'avoue que j'étais très mauvaise élève dès le départ. Je ne supportais pas l'idée qu'on puisse fermer mes salles de cinéma. Du coup, dès la première semaine de confinement, je l'ai pas respecté. Je suis partie faire du vélo tout seul. Quoi. On est vraiment dans le. Ok. Ouais, clairement, je me suis pris la prune aussi d'ailleurs. Enfin bref, je suis pas un exemple à suivre à ce niveau-là. Ouais, dès la première semaine. Confinement, je suis partie faire du vélo. Il faisait trop beau. Combien? Attends, mais comment ça s'est passé 135, il me semble. 135. Non, c'était pas 135, j'avais pris.
Mais attends, il y a un flic qui t'a arrêté et qui t'a dit qu'est-ce que tu fais là dehors? Complètement. Je faisais du vélo. Putain, mais ça, J'avoue, j'étais honnêtement, partie à 10, je vais devoir 10 vous km, montrer. Hop, 10 km de plus loin de chez moi, quoi. voilà, hop, voilà. Ça, c'est le cul du coq. Parce que ça, vraiment, une amende pour être parti faire du vélo, ça c'est pas ma France. Ça, je suis désolé, c'est pas ma France. Non, c'est Mais tu vois, pas normal du tout. je trouve qu'on est passé trop facilement sur cet aspect-là qu'il y a un flic qui a été interpellé une jeune fille pour lui dire qu'est-ce que tu fais J'étais seule. Ouais. Aussi, surtout, j'étais seule. Qu'est-ce que tu fais à 10 km de Non, chez mais toi c'est en comme vélo? le masque à l'extérieur. Mais putain, mais ça, ça vraiment, petit aparté, je suis pas encore papa. Et ça risque d'arriver, si Dieu veut. Ah oui, c'est vrai, Dieu, non. Si les frais de succession le veulent. Si l'officier de l'état civil veut bien tout à fait. le nommer comme tu veux. Alors, mes enfants, mes futurs amours, vraiment, papa n'était pas d'accord. Papa s'est battu contre ça. Et quand vous allez lire dans les livres d'histoire qu'un président d'1m68 ou 9, 70, Macron? il est Bah, petit, non? Je sais pas, il est plus grand que Hollande et Sarko, non? Bon, Ouais, vraiment, admettons. c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de tacler chez lui, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un beau mec. Mais bon, bref, en tout cas, les enfants, si vous voyez du coup cette émission en replay dans 20 ans, ce que vous lisez dans les livres d'histoire est absolument faux. Jamais notre génération n'a été... N'a acquiescé à ça. Non, mais surtout, faut parler franco, on a été punis de sortie. On nous a dit, vous devez vous faire une attestation vous-même pour sortir autour de chez vous. Ça me rappelle quand j'étais en CP que je signais moi-même les mots, tu sais, avec... Mais non, mais surtout, moi je trouve que cette mesure était hyper discriminatoire parce que, on parle beaucoup, tu sais, des complots, tu vois. Et il y a plein de complots, notamment plein, tu sais, des complots antisémites de ouf et tout, qui disent oui, les juifs contrôlent le monde, ils sont privilégiés et tout. Et vous savez, pendant cette pandémie, pour moi, qui était vraiment la minorité privilégiée, mais de ouf? Non, les possesseurs de clébards. Ils pouvaient sortir le soir sans attestation et ils se baladaient fièrement avec leur putain de bulldog. Ils étaient là en mode ouais, moi je suis un homme libre, j'ai un bulldog. Allez, vas-y, Denis, chie sur le trottoir, je vais pas ramasser, tu vois. Ces mecs-là, c'était les rois du pétrole. C'était les putains de rois du pétrole. C'est vrai que ça valait le coup, ouais. Et plus sérieusement, il y a... Attends, désolé, mais... Pardon, il n'y a pas de mal. Non, mais il n'y a aucun souci, mais désolé, mais il y a... pour le coup, c'est dramatique, mais zéro vanne, pour vous dire à quel point, encore une fois, Cocorico, on est unis dans la connerie. Vous savez que la période où il y a eu ça, où on a commencé à faire des vannes sur le fait qu'avoir un clébard, tu pouvais sortir et compagnie, taux d'adoption record. Taux d'adoption record. Il y a des mecs qui sont allés prendre un chien pour pouvoir sortir la nuit. Mais ils l'ont gardé ou ils l'ont tège après? Parce que s'ils l'ont tège après, ça me dégoûte. Non, mais ils l'ont tège. Bien sûr qu'ils l'ont tège. Mais Cocorico, c'est quand même un move incroyable. T'imagines, t'as un chien en CDD, genre? C'est horrible. Mais tu sais, ça fait un peu le côté, tu sais, quand tu dis à ton gamin qu'il n'était pas désiré. Genre, tu parles à ton clébard, tu dis, en fait, t'étais genre une excuse pour sortir, quoi. C'est incroyable. Mais par contre, zéro van, on peut en parler de ça, c'est quand même incroyable. On a été punis. Mais la France a un incroyable talent, quand même. Il fallait se signer des auto-attestations. Et est-ce que c'est pas le moment promo pour une superbe application? Je sais pas si elle existe encore. Oh là, non. Elle existe plus. Tu veux en parler vraiment? Tu veux vraiment en parler? J'ai un pote, Hugo, que j'embrasse très fort, qui a créé une application qui s'appelle Couille-Vite 19. Ne rigolez pas. Et le concept, c'était de t'auto-générer une attestation de sortie en fonction de ta géolocalisation. Et bon, le concept est énorme. Et Couille-Vite 19, bon bref, c'était parce que fallait bien sortir... parce qu'il fallait bien sortir pour faire des choses, quoi. Des choses, quoi. C'était ridicule. Bon, bref, ça sert à... Non, mais est-ce que quelque part, c'est pas ça la French Tech? C'est la French Tech. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser. Du coup, t'as repris tes études en mathématiques? Ouais. Première année? Ouais, ouais. Ouais, première année. Parce que nous, du coup, vu qu'on a fini les études, entre guillemets, le confinement, pas confinement, c'est pas qu'on s'en foutait, mais entre guillemets, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une étape qui est, tu vois, c'est une étape qui est hyper importante, cette sociabilisation des premières années de fac. Et d'ailleurs, c'est presque ce qui va déterminer plus tard ta voie professionnelle, quoi. C'est quelle personne tu vas rencontrer, à quel moment, quel prof, quel truc. Et j'ai l'impression qu'on a ôté cette étape-là à des générations d'étudiants, quoi. Du coup, c'est quoi? Ça fait 2 ans, du coup? Non, là, ça a repris. Ça reprend, mais bof. Ça reprend bof. Hein. Je sais qu'il y a des cours en visio aussi. Masque, PCR. Il faut quoi, du coup, pour aller à la fac actuellement? Il faut toujours les masques. Masque. Pas de passe sanitaire? Pas sûrement. Ouais. Après, bon, je vois mal des mecs contrôler les passes à l'entrée des facs, quoi. Non. Donc, ouais.
Il y a des mythes à l'indécence. Bah, de toute façon, ils le font bien à l'entrée des cafés, donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas à l'entrée des facs. Ah, mais oui, je suis con. La dernière fois, j'étais pour récupérer mes diplômes. Si, ils demandent le pass sanitaire. Oh putain, sérieux. De toute façon, moi, je l'ai encore de valide, donc. Mais bon. Et du coup, ouais, hyper intéressant. Au niveau du. Parce que ce qui a été aussi assez terrible, enfin, tout le monde est vacciné, vous êtes vacciné? Ah oui, Pfizer. Petite pub. Pardon, excusez-moi. On est bien Pfizerisé, hein, on est dans le complot? Double dose des tout, genre. Les deux emojis. Est-ce que vous vous êtes senti un petit peu paumé? Est-ce que ça vous a gonflé? Est-ce que ça a peut-être un peu mené vers une méfiance vis-à-vis du gouvernement qui s'est peut-être du coup reporté sur le vaccin? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça s'est passé, que c'est pour ça qu'il y a pas vraiment d'adhésion globale, enfin même si bon, les chiffres montrent que quand même beaucoup de vaccinés. Est-ce que vous pensez que ça vient de ça? Alors moi je suis persuadé que ce sont les erreurs répétées du gouvernement qui ont exacerbé le sentiment de doute chez certains Français. Par exemple, je vois au départ Sibeth Ndiaye, elle dit le masque c'est pas important, après le masque c'est important, après le vaccin ça sera pas obligatoire, et après c'est pas obligatoire mais c'est quand même fortement recommandé, ceci, cela. Au final, il y a eu des tâtonnements, ils ont reculé, ils ont fait 2 pas en arrière, 4 pas en avant, etc. etc. Après, il y avait un consensus européen à suivre aussi derrière, à partir du moment où il y a eu la micro-affaire AstraZeneca, etc. On s'en souvient tous, et du coup, il y a eu une grande appréhension après ça. Toi-même, tout à l'heure, au début, tu parlais du fait que Macron il soit allé au théâtre pendant que ça commençait à chauffer partout en Europe. C'est des gens qui nous ont incités à espérer, à continuer à vivre, etc. etc. Au bout d'un moment, il nous dit bon, non, bah, finalement, il va falloir se mettre en stand-by pendant 1 an et demi. Donc, moi, je veux bien écouter absolument tout ce qu'il y a à écouter. On me demande de faire la première dose, deuxième dose, troisième dose, je ferai toujours. C'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai le droit et visiblement j'ai même le devoir de remettre en cause la parole de ceux qui se sont trompés depuis le départ. Ok, bah on va rebondir un peu du coup sur les mesures qui ont été prises et qui vont sûrement être reprises. On a parlé du vaccin, on a parlé du confinement, on a parlé du couvre-feu. Et puis au-delà du Covid, j'aime pas trop l'expression, mais là, faut le dire tout de même, ça a été un révélateur, quoi. Parce que la précarité étudiante, elle a pas attendu le virus. Hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que tu as des étudiants qui doivent arbitrer entre... Après, l'État essaye de parer avec les échelons boursiers, etc. Mine de rien, comparé à d'autres pays, on n'est pas si mal lotis. Et même, je vais te dire, le coût là, des repas à 2 balles et tout. Ça, c'était cool comme initiative. Enfin, c'est pas une expression, les repas à 2 balles, c'était vraiment les repas à 2 €. À 2 €. Non, c'était 1 d'ailleurs, il me semble. 1 €, ouais. Bon. Donc, honnêtement, ça, faut rendre à César. Franchement, ça, c'était un truc qui s'est fait dans la rapidité. Ouais. Et je pense que ça a aidé pas mal d'étudiants, quoi. Ouais, mais nous sommes français, nous sommes aigris, il fallait le faire avant. Non, mais c'est vrai, il fallait le faire avant. C'est honteux de ouf. C'est vrai. Et puis surtout, quand je vous dis que la précarité étudiante n'a pas attendu le virus, et là, micro coup de gueule, on a fait droit, tu le sais très bien, il y a des étudiants zéro van qui doivent arbitrer entre payer à bouffer ou se prendre la dernière version du bouquin de leur prof. Ah bah ouais. Le prof Franco te dit bon, moi de toute façon le cours ce sera que des interactions, tout est dans mon livre. Bah oui, mais frérot, ton précis de droit fiscal à 200 balles, je vais pas mettre 200 balles là-dedans. Les précis, ouais. Les précis, c'est insane. Après, il y a des aides, tu vois, mais... En plus, il y en a qui sont très très forts. Moi, je me souviens en première année, je ne citerai pas de nom. Il a fait une sorte de en première année, c'était une matière économique, tu vois. Et il a sorti son cours en 3 fascicules. Et c'était 35 balles le fascicule. C'est honteux de ouf. C'est honteux de ouf. Surtout que, bon, on va pas taper sur les fonctionnaires. Parce que, bon, déjà, ça sert à rien, en plus, c'est pas le but. Mais honnêtement, les profs de fac... Après, franchement, respect infini, parce que les mecs, c'est des puits de savoir. C'est des agrégés, pour en arriver là, faut être un monstre. Mais par contre, il y a une bête de différence entre des profs de fac qui sont là, et tu le sens même toi quand t'es en face, qui sont là pour partager un savoir. Ah ouais. Et t'en as en général, ils sont consultants dans des boîtes et ils font ça à côté, tu vois. Ou alors ils sont off counsel histoire de mettre un peu d'épinards dans le beurre, tu vois. Beaucoup trop de beurre, tu vois. Et eux, tu le sens, quoi. Tous les ans, ils te sortent une version actualisée. Et du coup, mais t'as raison de dire qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Non, le coût des repas, c'était pas mal. Le coût des repas, c'est pas mal. Il y a eu quoi d'autre comme mesure Je crois que c'est tout. C'est le seul truc qu'ils ont mis en place. C'est tout. Mais non, il y avait... Il y a dû avoir des trucs, ouais. Il y avait genre 500 balles de passe culture, là, c'est bien ça. Rien à voir avec le Covid. Non, pour le coup, ça c'était exclusivement pour les personnes de 18 ans. 18 ans, c'est une douille de ouf, t'as 19 balais. Bah alors ça ne concerne pas. Et jeune, tu as 18 ans, tu vas voter pour la première fois. Terrible. Tiens, prends ces 500 balles. Prends ces 500 balles. Mais pour le coup, il y a eu beaucoup de retours au domicile familial, etc. Alors qu'il y avait des gens qui avaient des projets universitaires à l'autre bout de la France et tout a été bridé, tout a été détruit. Et la vraie question, attention, hop, je vais poser une question journaliste, je mets ma fausse cravate. Est-ce qu'on peut parler d'une génération Covid, Raphaël ? Oui,
Absolument. Super, merci. Bah, du coup, bonsoir. Laisse-moi développer quand même. Je pense qu'on peut parler d'une génération Covid parce que c'est la première vraie génération à avoir subi un isolement forcé de la sorte. Du coup, on l'a fait partir d'où cette génération Covid? Nous. Enfin, nous, même nous. Enfin, nous, Ah oui, c'est vrai. Tu vois. Bah, en gros, je pense qu'on peut parler de génération Covid pour ceux qui ont dû rentrer dans la vie active à partir en même temps que cette crise-là. Par exemple, un mec qui a 30-35 ans, son boulot il est déjà là, tout ça, bah, la seule chose qui va changer pour lui, c'est en gros le télétravail, il va devoir bosser depuis son lit, ce qui en soi, on va pas se mentir, n'est pas un gros sacrifice, faut pas Ouais, déconner. c'est relou quand même. Pour certains, ça finit par être anxiogène. Hein. Alors je peux t'assurer que quand tu te tapes 1 heure de métro le matin, 1 heure de métro le soir, t'es bien content de rester chez toi, mais bon, ça n'engage que moi. C'est toujours pareil, tu sais, il y a un peu des dynamiques de classe. Ouais. C'est pas pareil quand t'es dans un appart 120 mètres On est carrés, d'accord là-dessus. que t'as On une est femme et d'accord un chat, ou là-dessus. quand t'as 8 gosses dans 30 mètres carrés. On est d'accord enfin, là-dessus. voilà. Bref, tout ça pour dire que, tout ça pour en revenir au fait que, donc ce sont principalement les jeunes qui ont vraiment souffert de ça. Et donc oui, on peut parler de génération Covid pour cette frange de la population. Après, est-ce que on peut inclure dans cette génération-là ceux qui sont un peu plus vieux et qui ont aussi subi les affres de cette pandémie, mais à une échelle moins importante? Ça, je sais pas. Peut-être. Super transition. Je réajuste ma fausse cravate de journaliste pour une nouvelle question de journaliste. Non, mais la question, c'est que vu qu'on... Enfin, en tout cas, selon Raph, on peut parler de génération Covid. Qu'est-ce que ça dit, du coup, question peut-être pour Ipsissam, qu'est-ce que ça dit d'un pays quand ce dernier, du coup, mène une politique où il va sacrifier sa jeunesse pour sauver des personnes âgées. Et surtout, quand on voit un petit peu la pyramide des âges, nous, la base, elle est solide en France. On a énormément de jeunes, on a beaucoup de jeunes. Est-ce que c'était raisonnable vraiment de faire ça? Parce qu'ils ne meurent pas, hein. Enfin, ou très peu, quoi. C'est une infime partie, c'est une infime partie des jeunes justement touchés par ça. Et comme bien même parfois, oui, je peux entendre que certaines personnes dites jeunes peuvent être atteintes de comorbidité et de fait développer des Covid longs, etc. Bon, c'est vrai, c'est évidemment déplorable tout ça. Mais à un moment donné, la nature est telle qu'elle est et on n'empêchera pas. Non, j'ai pas du tout envie de sortir un discours eugéniste, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, la nature est telle qu'elle est. À un moment donné, il y a eu l'émergence d'un virus, naturellement, parce que c'est des choses qui arrivent. Et certaines personnes, plutôt que d'enfermer l'intégralité de la population, il faudrait peut-être juste miser encore une fois sur le financement des hôpitaux publics. Parce que le virus, c'est une information génétique, elle circule, Mais d'accord. avant de te donner la parole, Raph, est-ce que ça va... Enfin, il me semble qu'il y avait vraiment des députés et des acteurs de la vie politique qui avaient proposé ça, de confiner uniquement les personnes à risque. C'était pas con ça. Mais ça avait donné quoi, du coup? Le débat portait sur quoi? Quelle était la réticence? Alors, C'était quoi, je ne sais pas pourquoi ça s'est C'est pas fait. anticonstitutionnel, c'est... Bah ouais, en soi, ça pose des différences de traitement entre différents administrés, entre guillemets, Mais en droit français, on peut le faire, hein, si c'est si c'est justifié ouais. et proportionné. Ouais. Par rapport au Donc est-ce but. que c'est proportionné? Est-ce que... Je pense que honnêtement, ça a dû être recalé pour ça, retoqué pour ça. Du coup, c'est pas proportionné de protéger les gens d'eux-mêmes? Non. Et ça, c'est un Ouais. problème. C'est un problème, vraiment, en fait. Enfin, le fait de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, comme si on était tous exposés de la même manière. Tu dérapes, hein. T'es en train de déraper, là. Non, je dérape pas. Ah, je rigole. Je suis pas entièrement d'accord avec ce que tu as dit, parce que je pense que La très grande majorité de la population jeune mais il faut le souligner quand même, la très grande majorité de la population jeune ne craint rien de ce virus-là, très clairement. Et le fait qu'on en pâtisse le plus, et qu'en plus on est infiniment résilient face à ça, et en plus on n'est même pas très contestataire, parce que moi je gueule juste là, hein, parce que sinon, les personnes généralement elles se contentent simplement de faire ce qu'on leur dise, en fait. mais tu sais, quand on te demande de te sacrifier pour les vieux, on te demande aussi de te sacrifier pour ta grand-mère à toi, pour ton grand-père à toi. Alors je sais que c'est subjectif ce que je vais dire, mais regarde, je pense que chaque génération, à un moment donné, elle a eu l'obligation, entre guillemets, de se sacrifier pour les plus vieux ou pour les personnes plus démunies. Plus démunies dans le sens immunitaire ou dans le sens de la vie, quoi, pas forcément financièrement. Par exemple, regarde, loin de moi l'idée de faire des comparaisons hasardeuses, mais quand même, quand il y a une guerre, c'est les jeunes qui vont au combat, c'est pas les vieux, tu vois. Donc les jeunes se sacrifient pour que les vieux puissent continuer à avoir une belle vie. Encore une fois, je tiens absolument pas à ce qu'on sacrifie les personnes âgées et les personnes à risque. Non, je sais bien que tu as Je dit ça. dis justement Que c'était qu'il pas faudrait normal. que les... Moi, je dis simplement qu'il faut proportionner les mesures, en fait, et les restrictions. Par exemple, je sais pas, mettre en quarantaine les petits vieux et puis les petits malades, moi, ça pose pas de problème. Mais pourquoi on mettrait en quarantaine, par exemple, des gens qui... moi, c'est ce que je comprends pas, c'est le côté... tu fais... comment dire ?
c'est pas faire payer aux jeunes pour protéger les vieux, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en tout cas, je pense qu'on a fait suffisamment preuve de résilience pour montrer qu'on est capable de le faire, entre guillemets. Jusqu'à quand? Alors justement, il y a des limites, genre. Voilà, c'est ça. Parce que la crise économique, mais je suis totalement d'accord là-dessus. qu'on va se taper d'une ampleur monumentale chaque jour qui passe, en fait. Tant que ça reste limité sur le temps et que ça prend pas des proportions qui sont carrément disproportionnées, ça ne se dit pas du tout, mais c'est pas grave du tout. Je pense que, en fait, ils ont trop tiré sur la corde de la résilience des jeunes. Mais c'est ça. Et je pense que c'était sympa au début, entre guillemets. Voilà, on se sacrifiait pour les autres, pas de problème. Au bout d'un moment, ils ont trop tiré sur cette corde-là et c'est évidemment normal qu'on n'en puisse plus. C'est normal. Mais avant d'arriver à cette usure, moi j'aurais préféré justement qu'on prenne les précautions adéquates dès le départ. Je veux dire, confiner l'intégralité de la population, c'était disproportionné. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas, simplement, est-ce qu'on n'a pas, entre guillemets, refusé une solution au problème des retraites, quoi? D'une certaine manière. Non, mais c'est vraiment horrible. C'est une vraie question. Est-ce qu'on nous a pas servi sur un plateau d'argent un cadeau venu du ciel et nous l'avons refusé comme des... C'est horrible de dire ça. Des abrutis en vrai, c'est terrible de dire ça, mais tu soulèves un point qui est, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça compliqué parce que j'aime me dire que aujourd'hui, je me sacrifie pour les personnes âgées et dans 50 ans, les jeunes se sacrifieront pour moi. C'est comme ça, c'est le cercle de la vie quelque part. Non, mais je pense que le sacrifice a des limites encore une fois. Parce là, que, oui, en fait, là, oui, là, on est d'accord. C'est quoi? Avec les impôts qu'on paye, enfin, que mes parents payent, que ma mère paye. Oh oui, on a atteint le point impôt. Allez, vas-y, on va parler là. Allez, on va en reparler. Avec les impôts que nos parents payent depuis que quand les même. Français payent, ouais. Que les Français. Oui, oui. Évidemment. Moi, en tant que jeune, je suis forcément fille, mais bon, peu importe. Oui, avec les impôts que les Français payent, c'est pas démesuré que d'avoir juste un système hospitalier correct, en fait. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'on sacrifie les jeunes, certes. Moi, je suis là à me plaindre, machin, mais je ne pense pas qu'à moi, en fait. Encore une fois, avec tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure, tous les commerces fermés, etc., toutes les entreprises qui ont pu faire faillite. Là, c'est l'intégralité de la population. On parle pas que des jeunes, là, en fait. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, quoi. Ça n'est pas qu'un caprice de ma part. Et le truc, c'est quoi? Et même les vieux, on les a sacrifiés, mine de rien, parce qu'ils n'ont pas pu... être visités de la manière dont on les a sacrifiés pour leur propre bien, eux, tu vois. Non seulement ils finissent par mourir, mais en plus dans des manières totalement indécentes. Je ne sais pas, en fait. Tout le monde est sacrifié. En fait, la seule personne qui n'a pas été sacrifiée, c'était Macron. Et oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, moi je suis d'accord là-dessus. Pardon, mais faut le dire. Non, mais je veux dire, en fait, justement, comme ce que je disais tout à l'heure, il disait faire passer l'humain avant l'économie, etc. Mais c'est faux, en fait. Ça a toujours été faux. Tous les humains ont été sacrifiés dans cette histoire. Je suis pas la seule petite fille capricieuse à pleurnicher, en fait. Non, mais ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que, putain, il y a un truc moi, qui me rend dingue, c'est quand on dit certains commerces ont été des victimes du Covid. Mais c'est faux. Les commerces, en fait. Non, mais même au-delà de ça, c'est faux. Les commerces ont été victimes des mesures prises contre le Covid. C'est pas le Covid qui a fait fermer les... Parce que, ok, bon, non, en vrai, c'était des vannes. On rigole, on adore les vieux, vraiment. Mais oui, on vous aime. Et je souhaite pas sacrifier qui que ce soit. Mais quelque part, au-delà du débat vieux, gamin, ado, ce que tu veux, il y a une autre question qui se pose, c'est... derrière la fermeture des commerces, il y a quand même des types et des nanas qui ont des crédits, qui ont des gamins qui sont dans des écoles, qui font payer. Même pour les restaurateurs. Ouais. C'est un calvaire pour les restaurateurs. Ouais, c'est terrible. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que, on n'est plus dans les années 80, donc en général, les types qui ont des petits business, ils n'ont pas une trésorerie qui est folle, quoi. Et en tant que mec vraiment aigri et un peu psychopathe, moi, les deux trucs que j'ai regardés, que je voulais regarder, c'était les stats liées au divorce pendant le Covid. Ouais. Ça m'intéressait de ouf. Les violences domestiques aussi. Ouais, tout à fait. Tout a augmenté. Et le deuxième truc, c'est du coup, c'est du droit des procédures collectives, entreprises en difficulté. Putain, mais les boîtes ont pris des claques. Et même les fous de notre gouvernement qui disaient oui, mais ils ont des aides et compagnie. Ah, mais ça, c'est le problème. Non, mon Dieu. Les aides, c'est une blague. Hein. En fait, les gens ne souhaitent pas d'aide, ils souhaitent du travail, je crois. Je crois. Je suis pas certaine, mais je crois. Les aides, honnêtement, suffisaient pas. Mais évidemment et les rares cas où les aides suffisaient, c'était des montages, si tu veux, qui faisaient que c'était d'ailleurs plus rentable d'avoir des aides que d'ouvrir le truc, tu vois. Et on était vraiment dans un décalage entre soit ça suffit pas et du coup c'est ridicule, soit ça se voit quand même. T'ouvres un peu les contrats, la structure de la boîte, tu vois très bien que la boîte limite elle existe que pour les aides de base, tu vois. Et ces types-là avaient d'ailleurs pas besoin des aides, mais bon, c'est un autre débat. On appelle ça une fraude, mais oui. Ouais, non, nous en droit on appelle ça un montage astucieux. Une optimisation. Ouais, non mais c'est vrai que ces mesures. Et même pour les prêts garantis par l'État, c'était compliqué. Hein. Ouais.
Non, mais le truc, en fait, c'est quoi? On est passé d'un assistanat sanitaire à un assistanat économique, alors qu'on a juste besoin de vivre décemment et travailler correctement, en fait. Ah, mais toi, tu balances des mots-clés qui me fument depuis tout à l'heure. Assistanat, les impôts, l'eugénisme. Putain, Charles Gave, il faut sortir, monsieur. Allez. C'est donc l'heure du quiz. On parlait donc il y a 5-10 minutes avec nos chroniqueurs, notamment du fait que pendant le Covid, enfin la période liée au Covid, les mesures, tout le monde était bloqué. Et fatalement, au-delà des divorces et des séparations, il y a eu beaucoup d'infidélité. Et c'est hyper rigolo de voir que du coup nos représentants sont à notre image, puisque eux aussi faisaient ça. Et on va donc faire un quiz. Je vais vous donner des noms de présidents ou globalement de responsables politiques, et vous allez me dire s'ils sont infidèles ou non. Ok, c'est parti. Bon, par contre, déconnez pas, on peut prendre des procès. Ok, oui. Yannick Jadot, infidèle ou pas? Non, fidèle. Fidèle? Ouais. Fidèle? T'es sûr? Non. Pourquoi? Je sais pas. Il fait partie d'Europe Écologie Les Verts, alors forcément, il y a toujours des Tu le sens suspicions un au peu, sujet tu le sens un des peu, histoires de slip. Il faut être tout simplement fou furieux pour trouver une femme comme Isabelle Saporta, c'est tout. Qui est-ce? La meuf, tu connais pas Isabelle Passe, Saporta? alors hop. C'est- D'accord. Allez, tiens. C'était la réflexion beauf, il a gagné le trophée, félicitations. Non, mais je pense que c'est bon, c'est une femme qui est très intelligente et tout, et même elle passe bien à la télé. Saporta, c'est. Elle passe sur RMC des fois. Ouais, mais c'est la brune qui a fait un Thinkerview, qui est prof d'ailleurs, non? Oui, exactement. Ouais. Ouais, Et donc oui, je très pense intéressant. pas qu'il soit infidèle. En tout cas, il serait très con de l'être. Eh bien, vous aviez raison, il n'est pas infidèle. Qu'on sache. Comment on peut le savoir? Effectivement, à tout moment, lui aussi, il sort en scooter la nuit comme Batman. Attends, tu vas voir, demain, tu vas avoir une de closer, on va rien comprendre. Le boss. La gagne. Bon, 1-0. On la gagne ou pas? Ok, 1-0. Giscard. Oh, infidèle. Infidèle. Mais putain, déjà bravo, donc 2-0, mais pourquoi t'as pas buzzé? Parce que j'hésitais encore. Mais tu l'avais, il faut foncer. Je suis pas très spontanée. L'empouvoirment, madame, l'empouvoirment. Ah oui. Pour en revenir à Giscard, est-ce que vous pensez que c'était à ce point-là une bête le mec, avec son accordéon, là, tu l'imagines draguer la princesse Diana avec son petit accordéon, là, c'est incroyable. Rien que pour cette image-là, il aurait fallu être présent, tu vois. Honnêtement, je t'avoue, en fait, j'ai peur de plus dormir, tu vois. Mais les femmes aiment les chauves, t'as pas vu Eric Ciotti, là? Les femmes aiment les chauves, faut le savoir. Oh Seigneur, je suis pas sûre. Attention, round 3. Non, rond 3. Emmanuel Macron. Infidèle. Benalla. Oh, putain, ça... Ah mais on est vraiment dans un mood complotiste là. Ah mais ça dénonce de fou là. Non, c'est... Sans déconner. Je plaisante. Elle plaisante. Du coup, tu perds encore des points parce que ici on plaisante pas, on est là pour la compète. Je vous le dis. Arrêtez de faire des vannes ou quoi, jouez sérieux. Je vais péter les plombs. Attends, du coup, il est fidèle. De ce qu'on sait, ouais. Oui, comment on peut tromper une femme comme Brigitte Macron? Tu peux passer à la question suivante. De toute façon, encore Rock, il est fidèle, lui quand il fait des conneries, il se fait gronder, donc j'imagine pas. En fait, les seuls qui trompent, c'est les Français. Hop, tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner. Mais par contre, C'est bon, ça marche. Je sais. vous êtes bien conscient que ce qu'il faut dire pour notre public, c'est que les chroniqueurs ici présents ne sont pas du tout, ni moi d'ailleurs, on n'a pas de relation hiérarchique, on n'est pas salarié ni quoi que ce soit. C'est vos procès. Hein. Ah, mais absolument. C'est vos procès. Mais j'ai juste dit que c'était impossible de trouver une femme comme Brigitte Macron. Elle est très Attention, round. Elle est mignonne en vrai, peu importe. Round Non, quatre. genre premier degré, elle est mignonne. Round 4, bonsoir. Il va falloir aller très vite là. Vous êtes prêts? J'ai la Main sur le buzzer. François. Attention, il y a eu beaucoup de François, hein. Doucement. Je crois que c'était tous des queutards, donc vas-y, je dis infidèle. Ok, tous, lequel? Tous. Mitterrand, Hollande, Frédéric. Non, François, t'as dit, hein. Ouais. Donc François Mitterrand, François Hollande et François Ier aussi, tant qu'on y est. Hein. Putain, mais tu fais une thèse sur. Non, mais je pense que tous les François. Le prénom François est un prénom français. Putain, mais. Voilà. Sans déconner, il les connaît par cœur, c'est hyper effrayant. Le frérot fait une thèse sur l'infidélité sous la 5e. Quoi, tu vois, c'est trop donc au grave. final, c'était quel François? C'était Mitterrand. Eh bah oui, monsieur, il avait un. Et pour un point bonus, c'était quoi l'anecdote par rapport à ses infidélités? Oh bah il a eu une fille, Mazarine Pinjot. Magnifique. Tu Elle peux était rappeler cachée un pendant peu- très longtemps d'ailleurs. Exactement. Ouais, vous pouvez rappeler Pauvre l'histoire d'elle. peut-être. Je donne le point bonus à Petit Sam parce que ça fait quoi? 5-0 sinon? Mais Genre. en fait, Trop de générosité, merci. c'est pas ça, c'est que on n'est pas là pour rigoler, c'est un vrai jeu. Mais je te le dis. Moi, je pensais vraiment Benalla, genre vraiment, tu à vois. la fin, la personne qui perd, c'est la dernière fois que vous la voyez dans l'émission. Seigneur. C'est un peu le côté. Comment elle s'appelle, c'était- des poteaux dans Koh-Lanta. Ouais, mais comment elle s'appelle cette émission où
c'est pas l'étoile de midi ou un truc comme ça? Ah, les 12 coups de midi. Les 12 coups de midi, ouais. Non, rien à voir, je connais pas cette émission. On est bon. Mais c'est vrai qu'il y a une étoile sur le logo, donc c'est pour ça que t'as dû tromper. Rond 5. Main sur le buzzer. Il va falloir aller très vite. Vous êtes prêts? Manuel Valls. Infidèle avec la France. Ah mais il a déjà fait la vanne. Ah oui, merde. Bah du coup tu perds un point. Mais on est déjà à 0. Je crois pas qu'il soit infidèle celui-là. Manuel Valls. Ouais, je crois pas qu'il soit infidèle. Et Manuel Valls de Barcelone. Ah, ça c'est... Tu sais, quand t'es en Erasmus comme ça... On est bien d'accord. Manuel Valls à Barcelone, il a foutu bordel. Ouais. Non mais l'Erasmus, tu sais très bien que t'es pas là pour déconner, quoi. Bien sûr. Ouais. T'es pas là pour faire des Par études. contre, quand tu reviens à Paris, après, faut valider s'excuser. des crédits au CTS Ouais, et tout. c'est T'es pas ça. là pour ça. Quand tu reviens à Paris, après, faut revenir la queue entre les jambes et s'excuser à madame. Je pense. C'est vrai. Je pense. C'est vrai. Donc Manu, si tu nous entends, on demande pas grand chose. Enfin, dis juste que bon. C'était qu'une parenthèse. Tu reviens, tu t'excuses, tu dis bon, Barcelone c'était pas ouf. Attention, il va falloir aller très vite. Je suis un président de la 5e République. Né, en tout cas peut-être pas né, mais ayant vécu en Corrèze. Ah, Chirac. Oh là. Oh là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de poser la question? Infidèle, tu penses? Évidemment. Mais est-ce qu'il a, Évidemment. est-ce qu'il Face a- caméra, il est-ce qu'il draguait a déjà d'autres été nanas. cramé? C'est fou ça. Alors, je pense pas qu'il se soit fait cramer, mais je pense que Brigitte, elle a dû le... Bernadette a dû l'éclater, mais il était pas avec Claudia Cardinal même? Putain, je sais pas. Ça, c'est l'actrice italienne, là. Ouais, mais lui, on l'a pas cramé, si. Enfin, pas la main dans le sac, quoi. Je sais pas, moi, je... Mais par contre, il faut prendre des vitamines parce qu'il est en train de. Ah, après, il fait que ça. hein. Il prend le large. Quand il est chez lui, il est sur son canapé et il tape quel président de la 5e est un queutard. Rond 6. Nicolas Sarkozy. Pas infidèle. Bah alors, ça dépend de quel Nicolas Sarkozy on parle. Alors, ah oui, peut-être que Paul, lui, est infidèle. Non. Non mais attendez, je dis pas infidèle, mais en fait, Carla Bruni, elle était... c'est un peu compliqué. Tu me regardes Un comme si... commentaire Alors, tu me regardes comme si je savais exactement des choses, et il est vrai que j'en sais quelque chose, mais je le dirai pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, là, honnêtement, mathématiquement, t'as perdu. Donc là, c'est vraiment que pour le fun. C'est que pour le fun. En plus, c'est cool parce que c'est une grande première. Il n'y a pas de bol avec des insectes ou des trucs bonbons Harry Potter. Par contre, pour la émission d'après, il y aura des gages. Il y aura de vraies En punitions. plus, t'as vraiment choisi un thème de quiz procès friendly, quoi. Ah bah oui. De ouf. Genre là, si je m'en prends pas un avec Benalla... Attention, il va falloir aller très vite. Les petits Sam, c'est le moment peut-être de regagner des points. François Hollande. Elle a buzzé avant. Infidèle à scooter. Est-ce que tu nous raconterais pas la merveilleuse histoire de François en scooter? C'est la plus grande histoire de tous les temps. Ça, pour moi, c'est un moment marquant de la 5e République. Il y a eu, tu vois, Ces tout hommes ce qui ont s'est fait la passé. France. Ces hommes qui ont fait la France. Un Bah- grand soir, il a fait le mur et ensuite il... Non, s'est il a barré. pas simplement fait le mur. Des détails. Je les ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne les ai pas. T'as pas les détails? Bon. Alors, bienvenue dans la parenthèse Père Castor de l'émission. On va parler donc en ASMR. François de son prénom. Le frérot François. Quand t'es président, t'as quand même un putain de service de sécurité. Bon, vous pensez que le service était prévenu et que du coup c'est Moi, pas je si- pense que oui. Ouais. Ouais, je pense que oui. Putain, mais il s'est fait cramer avec le petit-déj en scooter. C'est incroyable. Mais c'est Incroyable. Je trouve ça incroyable. Ouais. Non, mais c'est un vrai... Tu sais, c'est un Français, quoi. Non, mais il y a vraiment, quand je te dis qu'il y a un avant et un après, pour moi, ça fait Clovis. Tout ce qu'il y a. Hollande en scooter. Et là, on repart sur un autre pan de l'histoire. C'est vraiment un marqueur. En plus, c'était vraiment un petit Piaggio MP3 de player, Le tu vois. scooter était incroyable. C'est vrai qu'il avait besoin d'un coffre pour des capotes, du lube et tout. Tu vois, il y allait équipé. Non, mais le boss. Elle a sorti un bouquin d'ailleurs. Et d'ailleurs, il me semble que celle-ci aussi, il l'a trompé à nouveau. Il y a pas si longtemps que ça. C'est laquelle qui a sorti un bouquin? Valérie Trierweiler. Merci donc pour ce moment. C'était celle d'avant du coup. Oui, enfin... visiblement, il est parti voir Julie Gaillet pendant qu'il était avec Valérie Trierweiler. Après, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et ensuite, il a trompé à Julie nouveau. Gaillet Ouais. Avec une autre dame. Bah, en sûrement. fait, ça traînait sur les réseaux sociaux. Il y avait quelques screens d'un de ses posts Instagram où elle était là à Attends. répondre à des commentaires avec des smileys Attends, tristes. j'ai eu peur, j'ai cru que Hollande chinait sur Insta. Genre, je me suis dit, Non, mais quel beau gosse. Non, Julie. Vu qu'on est
Bon, déjà vu qu'on respecte pas les règles, parce que je suis une merde, effectivement. On va donc faire un petit qui tout double. Parce qu'on peut pas. On est quand même des. On est français, profondément français. Et qui dit profondément français dit profondément galant. Et surtout, on aime laisser des dernières chances dans ce pays. Absolument. La dernière chance, ça, c'est ma France, tu vois. On va prendre Francky. Et Francky, ça va être notre trophée du jour, Francky. Francky, ça va être la coupe, l'accomplissement final. Il va y avoir une seule question. Ok. Raph, du coup, il va être blasé parce que tout ce qu'il a gagné depuis tout à l'heure ne compte C'est plus. pas grave. C'est qui tout double. Une seule question. Le premier qui buzz et qui donne la réponse remporte Francky. Par contre, vous partez pas avec. Non, on le laissera ici, mais il y aura. Je le surveille. C'est mon frérot. Mais Francky saura qui c'est, à qui il appartient. Exactement. Donc Francky, qu'on va remettre ici devant la caméra, sera donc gagné par la personne qui remportera la dernière étape de ce quiz. Attention, question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Main Plus sur ou le moins. buzzer. Souvenez-vous, si vous buzzez et que vous n'avez pas la bonne réponse, c'est la personne en face qui gagne. Hein. Donc buzzez pas pour rien. Elle a rangé sa main. Mais par contre, gardez la main dessus parce qu'on sait jamais. C'est ton jamais. Prêt? Quel est le premier scandale sexuel, infidélité ou non, mais scandale sexuel, qui a entaché la présidence de la République? Je l'ai, mais si tu veux répondre, vas-y. Ah, mais je l'ai pas. Mais quel homme! C'est le président qui s'appelle Faure et qui est mort dans son salon privé juste après avoir subi une fellation de la part d'une prostituée. Mais par contre, Zérovan, je disais ça en rigolant, mais il fait J'ai vraiment vraiment une fait une thèse sur thèse les sur ça. infidélités. Mais c'est incroyable! Non mais ça fait partie de la France. Ça c'est vraiment le mythe fondateur de la présidence. Et il est mort comment, t'as dit? Mort d'une crise cardiaque à cause pendant qu'il se faisait. Il était malade ou c'était bah, juste un coup Ça devait être incroyable. Ok. Ça devait être incroyable. Quel âge? Ah ça je sais pas ça. T'es Tu vois, sûr? j'ai pas fait mon T'es boulot sûr? jusqu'au bout. J'ai pas fait mon boulot Ah, c'est jusqu'au bout. incroyable. Tu le savais pas du tout? Non. Non. Bah, écoute, Désolée, mais moi non. je le savais parce que je l'ai sous les yeux, tu vois, Ouais. c'est mes super pouvoirs d'admin. Mais ça me paraît ouf. Je suis pas trop calée niveau affaire slip, désolé. Mais ça me paraît ouf. Moi non plus, t'inquiète, mais bon, on va sur les mêmes sites internet. Moi non plus, t'inquiète. Il t'a dit, c'est bon. Effectivement, c'était à 14h34. La prostituée était d'origine Non, ukrainienne. mais cette histoire, c'est un des mythes fondateurs. Et c'était en quelle année? Oula. Ah ça je sais pas. Tu sais pas, t'es sûr? Ouais, c'est fin 19e. Je sais pas. Non, après, oui, ça. Je sais pas. Tu prends pas trop de risques. je sais, mais fin 19e du coup, sinon je sais pas. Bon, bah écoute, t'as eu ta dernière chance et. Vous pouvez vous serrer la main. Jette barrière, non, félicitations. Voilà, vous venez de tuer 8 vieux là. Félicitations. On applaudit, hein, bravo. Et attends, t'as pas C'est dit, très sérieux. t'as pas parlé de mon trophée du coup. Ah putain. J'adore te le donner. Tiens, prends-le. Félicitations. Je t'avoue, je m'attendais à le prendre, mais peut-être pas au bout d'une seule émission, tu vois. Non mais par contre, il reste ici. Il reste vraiment là. genre. Il est vraiment magnifique. Il est super beau, ouais. Mais félicitations au créateur. Il est vraiment super beau. Magnifique. Eh bien écoutez, c'était une super émission. On a bien discuté, on a bien rigolé. On s'est bien énervé aussi. Toi particulièrement. Bah, surtout que, enfin, là l'émission est quasiment finie, on peut parler entre nous. Bon, il y a quand même les spectateurs, mais on peut parler entre nous. Que Macron prenne des bastos, pourquoi pas? Mais moi, C'est vrai que c'était. Mais c'en était Ouais, pas. c'est une balle perdue. Hein. mais tu sais que j'étais dans mon ambiance, j'étais heureux. Elle m'a dit, bah t'es pas un comique. Tu sais que J'ai fait, depuis wow. que tu as dit ça, il a pas sorti une seule vanne. J'arrive plus. Ah, c'est dur. Hein. Désolée, mais dégoûté. c'était pas le projet. Genre. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'ai envie de me barrer. Mais non, mais J'ai vraiment envie de me barrer, ça me saoule de ouf depuis tout à l'heure, c'est un supplice. Je la regarde, elle fait ouais Macron et tout, oui vas-y, épuise-toi sur Macron. Prochaine émission, elle va essayer de se rattraper, elle va dire bah vas-y, fais nourrir le comique là. Bah, j'ai envie de Vas-y, mourir. fais une petite blague. Là. Écoutez, bah merci d'avoir été avec nous. Petit mot de la fin, Raph. Merci à tous, je sais pas quoi dire, merci beaucoup. Merci d'avoir été là, agréable soirée.